Bagarreuse bagarre, bienvenue à la bagarre. Aujourd'hui, on reçoit un monsieur de la boxe, entraîneur national de boxe, mais pas que. Je te laisse dire ton titre, attention. Donc, je suis responsable de la cellule optimisation de la performance au Pôle France Boxe. Et ouais, monsieur Lionel Brezefin. Enchanté. Enchanté. Et oui, tu fais pas que du MMA, t'es pas que responsable du MMA français, t'es aussi à la boxe. Et là, aujourd'hui, on te reçoit pour parler des Jeux Olympiques 2024 en France. C'est quoi l'objectif de l'équipe de France des Jeux Olympiques? Il n'y en a pas qu'une d'ailleurs. Masculine, féminine et paralympique. Paralympique, non. Mais en tout cas, sur masculin-féminin, il y a effectivement des objectifs qui ont été mis en place par le directeur technique national et on va essayer d'atteindre ces objectifs. Alors, tu dis paralympique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équipe de France de boxe paralympique? Il n'y a pas de boxe para. Il n'y a pas de boxe para, tu vois. Même moi, je viens de le découvrir, je ne savais pas. Très honnêtement. Parce que je sais qu'il y a en France, voilà, on pratique la boxe paralympique. Quoi paralympique? La boxe, comment on pourrait dire ça? Comment on appelle ça? Lorsqu'on la pratique avec un handicap. C'est c'est du sport adapté. Sport adapté. D'ailleurs, ouais. Je sais qu'on n'a pas un qui nous regarde, donc un petit dédicace à eux. D'ailleurs, pourquoi il n'y en a pas d'ailleurs? Une vraie question. Je sais pas du tout. Ça, c'est des choses qui sont gérées par les instances olympiques et justement paralympiques. Et du coup, c'est en fonction aussi de la fédération, des programmes proposés, et puis c'est des fédérations aussi internationales. Est-ce qu'il y a des compétitions justement à l'international sur ces domaines-là, et c'est ce qui aide justement à les proposer sur les programmes olympiques. J'espère en tout cas qu'il y en ait, parce que nous, on a en France des vrais amateurs. Donc revenons donc aux équipes de France masculines et féminines. Récemment, il y a eu un tournoi de présélection. On y était. On a eu la chance de voir combattre nos Français et nos Françaises. Ce qui nous a marqué tout de suite, c'est les moyens qui ont été mis dans la boxe entre guillemets amateur. Alors, est-ce que tu peux nous en parler de cette nouvelle technologie que vous avez mis en place, qui était très très intéressante d'ailleurs, pour voir le développement de l'athlète? Donc l'idée, c'est de pouvoir objectiver ce qui se passe sur l'activité boxe. Donc il y a un certain nombre de projets qui sont portés dans le cadre de Paris 2024. Donc on a un support avec l'Agence nationale de la recherche, mais aussi l'Agence nationale du sport, donc la l'ANS et l'ANR. Et dans le cadre de ces projets, il y avait notamment un des projets qui consiste à observer ce qui se passe à partir de la vidéo. Donc de la vidéo, on peut extraire par exemple la représentation sur le ring, combien de temps, en pourcentage de temps, il a passé 50% du temps au centre ou plus à tel ou tel endroit. Donc on peut observer ça, on peut observer les distances parcourues. Et on avait aussi placé des accéléromètres sous les gants, de sorte à ce qu'on puisse objectiver le nombre de percussions. Ensuite, déterminer le nombre de percussions qui touchent, le nombre de percussions bloquées. Donc, ça nous donne des indications sur l'efficacité des athlètes. Et dernier dispositif, on avait des capteurs, des accéléromètres sur les casques, puisqu'en fait, il y a que les filles qui ont les casques, mais il y a des accéléromètres placés sur les boxeuses pour mesurer les impacts reçus à la tête. Donc effectivement, pour la première fois, sur le tournoi de sélection là de Saint-Quentin, on avait vraiment un dispositif d'objectivation de la performance qui était très déployé. Et là, vous avez pu analyser un peu déjà toutes ces données ou pas? Ouais, c'est en cours. On est toujours en train de travailler dessus. C'est des choses qui ont été transmises au club, qui ont été transmises aux entraîneurs, qui ont été débriefées avec les athlètes. Ça nous permet aussi de comprendre un petit peu mieux de quelle manière l'activité est jugée, puisqu'en fait là, on a les taux d'occupation sur le ring avec la position des juges. On a aussi une quantification objective du nombre de percussions, de ce qui touche, de ce qui touche pas, de ce qui est bloqué. Et c'est toujours intéressant de pouvoir travailler avec ces éléments-là qui jusqu'à présent étaient peu ou pas quantifiés. Là, aujourd'hui, on parle de boxe amateur, mais on a vu qu'il y avait beaucoup de professionnels qui revenaient à la boxe amateur pour participer aux Jeux Olympiques. C'est pour dire l'amour qu'ont nos boxeurs pour les JO. Est-ce que ils sont forcément, lorsque c'est professionnel, est-ce que tu es forcément au-dessus d'un pur amateur? À mon sens, c'est deux activités différentes. C'est-à-dire que sur la boxe olympique, on est sur un format de 3 fois 3 minutes, avec 1 minute de récupération entre chaque. Et sur de la boxe amateur, on va être sur du 6, du 8, du 10, du 12. Et par conséquent,
pour moi, c'est un peu la même différence entre un coureur de 400 et un coureur de 1500. C'est une activité, donc ça va être la course, c'est athlétique, mais par contre, la stratégie va pas être du tout la même, puisque tu as un effort qui est pas du tout le même, donc tu as une cadence qui est pas du tout la même, comme en course, et par conséquent, ce qu'on observe, notamment en termes de rythme et de charge, c'est complètement différent de ce qu'on retrouve sur l'amateur, et même la logique interne de l'activité, elle est différente, puisque c'est aussi la quantification, la domination et le nombre de touches qui vont compter sur de la boxe olympique, alors que sur la boxe pro, la mise hors de combat, ça fait quand même partie de l'enjeu, et par conséquent, les postures et la stratégie, c'est pas exactement la même chose. Grosso modo, encore une fois, c'est pour simplifier, c'est-à-dire que sur la boxe amateur prévue pour les Jeux Olympiques, on est plutôt donc sur une sorte de sprint en 400 mètres, ouais. Et sur un combat entre guillemets professionnel, on serait plutôt sur un marathon non plus, puisque voilà, mais un demi-fond. Voilà, c'est ça. C'est envisageable comme ça. Et donc, c'est pas le même rythme. Tu commences pas ton premier round de la même manière. Ce que tu vas produire sur les 3 minutes, c'est pas du tout la même chose. Par conséquent, tes appuis sont pas exactement les mêmes. T'as des appuis qui sont moins vissés, moins plaqués parce qu'il te faut plus de disponibilité. Et donc, ça change complètement la physionomie du combat. Et on l'a vu, par exemple, sur Sofiane Oumiya, qui s'est qualifié. C'est vrai qu'il a eu du mal à se mettre en route par rapport à ça, parce que c'était plus les mêmes appuis. Parce qu'aujourd'hui, il est devenu professionnel. Ouais. Et quel professionnel. Donc, ouais, il construit son combat, comme tu disais, avec des frappes plus fortes, etc. Et là, il a dû reprendre cette habitude de, entre guillemets, d'élastique, toucher, repartir sans se faire toucher, même s'il a une garde basse, voilà, il a un très bon jeu de corps. C'est vrai quoi, on l'a vu là-dessus, il a eu besoin de se remettre un peu dans le rythme. D'ailleurs, en parlant de boxeurs professionnels et amateurs, là, il y a les championnats du monde qui arrivent, amateurs, oui. À la fin du mois. Oui, c'est ça, fin du mois, début du mois prochain. Selon quand ils vont voir la vidéo, mais grosso modo, les 2 grosses premières quinzaines du mois de mai. Ça va commencer le 30 avril. Jusqu'au 14 mai. C'est ça. Ouzbékistan. Oui. Qui juge déjà? Parce que tu dis Ouzbékistan. Moi, souvent, tu vois, de mémoire, souvent, j'ai les juges en boxe, juges un peu bizarres, ou sont pro, est, surtout qu'on combat chez eux, voilà. Est-ce qu'on est toujours dans ce type de... Là, il y a une vraie vigilance qui a été apportée par la Fédération internationale dans la sélection des officiels. Ils sont sur un dispositif de formation continue. Les juges, les officiels arriveront avant la compétition. Ils sont évalués à plusieurs reprises avant. Et à l'issue de ça, il y a quand même des épreuves à valider. Et puis, si par exemple tu les remplis pas, tu rentres dans ton pays d'origine. Donc il y a ça, et puis comme c'est une compétition internationale, puisque c'est les championnats du monde, on va avoir des officiels qui vont venir des différents continents, et donc on devra avoir un brassage d'officiels un peu différent. C'est important. Pourquoi on parle des championnats, on parle des JO, et là on parle des championnats du monde? C'est parce que simplement il faut se qualifier pour aller aux JO. On n'est pas forcément automatiquement parce qu'on est français, parce que ça se passe en France. Et il y aura pas forcément toutes les catégories de points non plus qui seront représentées. Donc, tu peux nous expliquer un peu comment les filles se sont qualifiées, ou se qualifieront, et comment les garçons peuvent se qualifier, et ils vont se qualifier? Alors, ils vont se qualifier sur les Jeux européens. Donc, l'épreuve qualificative, ce sera pas... Là, les filles reviennent d'Inde, où elles ont fait les championnats du monde. Là, c'est à Tashkent pour les garçons. Et ce sont les Jeux européens qui, eux, permettront d'accéder à la qualification. Il y a toujours 2 phases de qualification avec un tournoi continental. Donc, c'est un tournoi Jeux européens. Donc, en fait, ce sera sur notre continent européen. Et après, il y aura opportunité de se qualifier pour les catégories pour lesquelles on n'aurait pas de Français qualifiés, et du coup, là, ce sera sur un tournoi monde. Ça a changé, non, ce mode de qualification? Non, on a toujours eu le tournoi continental et le tournoi monde, à l'exception de la précédente Olympiade, où là, à cause du Covid, finalement, le tournoi européen, c'est le tournoi de qualification continentale, c'était à Londres. Épidémie de Covid, ils ont dû, pour la première fois dans l'histoire des Jeux, arrêter le tournoi, ce qui fait qu'on a dû faire 2 ou 3 jours de tournoi, et ensuite tous les staffs sont rentrés. Et puis, en fait, au début, les premiers jours, il y a eu 1 cas, 2 cas, et puis ça a proliféré. Donc, les organisateurs ont préféré suspendre le tournoi. Et il faut normalement 1 mois entre le tournoi continental et le tournoi mondial. Il y a eu le tournoi continental qui a été récupéré et qui a été fait à Villebon-sur-Yvette à Paris, organisé par la Fédération française de boxe et puis les instances olympiques. On a pu faire le tournoi pour les précédents Jeux et ça avait été fait à Villebon. Et après, le temps était trop court pour proposer un tournoi mondial. Donc, en fait, on est resté sur les continentaux de tous les 5 continents, en fait. D'accord. Donc, voilà le pourquoi. Tout à l'heure, je te disais, c'était quoi l'objectif? Déjà, c'est quoi l'objectif déjà de placer combien de combattants et combattantes
dans l'équipe? 13. L'idée, c'est de qualifier toutes les catégories. Et puis... C'est jouable, honnêtement. C'est jouable ou pas? Ou c'est vraiment, on est vraiment au top? C'est quoi le minimum respectable? Parce qu'on sait très bien, il y a quand même un seuil où tu te dis, on a foiré le truc. On a des quotas, c'est-à-dire que parce qu'on est pays organisateur, on a un certain nombre de places sur lesquelles on pourrait placer des athlètes qui ne se seraient pas qualifiés à l'issue des 2 tournois. Donc en fait, on a quand même un quota. Donc il y a un nombre minimum de Français, donc il y aura quand même des Français au jeu, quel que soit, mais on ne place pas notre stratégie sur les quotas. Donc le but du jeu, c'est de qualifier un maximum d'athlètes. Et les tournois qu'on est en train de faire là et ceux à venir vont nous aider quand même à avoir une physionomie de ce qu'on peut faire et de qui sera qualifié. En tout cas, toutes les énergies et tout est employé pour qualifier un maximum de Français et de Françaises sur les épreuves. On sait que en France, on est des amoureux de la boxe olympique. Je dis bien olympique. Brahim Asloum, on a eu 2016 et là ça a été l'apogée. En 2016 avec Tony médaillé, Tony Oka en locomotive, mais pas que, bien entendu. Donc on sait que c'est très important. Est-ce que ils en ont conscience là? Est-ce que c'est une pression supplémentaire de combattre en France, de savoir qu'il y a un focus qui est mis sur eux? Est-ce que tu les sens détente? Je pense que pour la plupart des athlètes, c'est avant tout une fierté. Et du coup, c'est des athlètes qui ont l'habitude de combattre à l'international, qui sont sélectionnés en équipe de France pour aller à l'international, pour représenter sur des championnats d'Europe, sur des Jeux méditerranéens, sur des championnats du monde. Donc, ils connaissent très très bien les enjeux. Et du coup, là, la fierté, c'est de pouvoir supporter les mêmes enjeux, mais à domicile. Donc, on a vraiment des athlètes qui sont très consciencieux, qui sont très concernés par l'échéance olympique. Bien sûr. Dis-moi si j'ai une bêtise. Est-ce que cette année, 2024 qui arrive, je parle des filles, je sens que l'équipe est plus forte qu'en 2016. Plus forte, je sais pas. On a d'autres profils qu'on rejoint le collectif. Le mode de sélection, il est différent pour ce collectif-là. C'est assez difficile de pouvoir comparer et valoriser les deux. En tout cas, c'est sûr que on a une belle équipe là pour cette Olympiade et avec des beaux profils qui sont vraiment déterminés à aller le plus loin possible dans les compétitions. Ouais. Si on doit comparer aussi les garçons, je la trouve plus expérimentée par contre que 2016. Plus d'expérience. Et est-ce que cette expérience-là des anciens, donc j'ai cité Sofiane, c'était aussi Mathieu Baudéric, est-ce que ça apporte une sérénité aux autres? Je pense que oui, c'est bien d'avoir comme ça des Olympiens qui sont dans le dispositif. Un profil comme Sofiane a toujours eu cette fonction un peu de capitaine entre guillemets. Et c'est vrai que il a beaucoup d'expérience. Il connaît très bien tous ces ambiances, tous ces enjeux. Il est déjà passé par là. Donc pour les athlètes qui eux aussi sont dans le dispositif olympique, même si ça fait quand même pas mal de temps qu'ils sont dedans, je pense qu'il y a une certaine sérénité qui est portée par ces acteurs-là, en fait. On sait qu'on va être très demandeur, on va vouloir des médailles, ces en ont conscience, parce que forcément, si on n'a pas, on va pas comprendre. Parce que forcément, en France, on va être demandeur. C'est quoi, sans dire forcément de l'or, de l'argent, du bronze, mais si on compte, c'est quoi? C'est sur 13 athlètes, si on y vont tous, ce serait quoi l'idéal? Ce serait la moitié qui serait médaillée? Tous, ce serait l'idéal, bien entendu. C'est quand même beaucoup. Déjà, si parvenir à faire ce qui a été fait en 2016, ce serait une très très belle performance. Et là, l'idée, c'est pareil. Hein, ça dépend des tirages, ça dépend de tout un tas de choses, ça dépend de qui sera qualifié. Donc aujourd'hui, c'est des projections. Il y a des chiffres qui ont été avancés par la direction technique nationale et par le président. Mais en attendant, ça reste aussi un sport à haute incertitude et un sport jugé aussi. Donc en fait, tu as raison. Être prudent. Le tirage joue, ouais, bien sûr. Le tirage joue énormément parce que si tu tapes que entre guillemets des cadors, c'est compliqué d'aller jusqu'au bout. Ou si tu prends, si toi-même t'es bien placé et que tu prends le numéro 1 de la catégorie au premier tour, c'est quand même, tu vois, ça peut être délicat. Faire un gros combat dur comme ça en entrée de compétition, tout le monde a de la pression, c'est pas évident. Pour les gens qui connaissent un tout petit peu moins la boxe, est-ce que tu te prépares, par exemple, si on compare au foot, est-ce que tu compares de la même façon? C'est-à-dire que au foot, on sait que lorsque tu fais un championnat du monde, les premiers matchs, c'est pas programmé. Si tu programmes, par exemple, comme l'équipe de France, tu vas avoir un seuil de progression,
Est-ce que pour la boxe, c'est pareil? C'est-à-dire, est-ce que quand tu commences, t'es pas au maximum de ta période de tes aptitudes physiques, ou est-ce que tout de suite t'arrives, t'es déjà à 100% et Non, il y a toujours une phase d'appropriation et d'évolution. Quand les athlètes arrivent en équipe de France, ils sont placés sur des tournois et on a toute une classification des tournois continentaux. Et donc, en fonction des résultats réalisés sur ces tournois continentaux, ils vont être proposés sur des échéances avec des tournois avec un peu plus d'envergure. Et ensuite, on peut les proposer sur des compétitions de référence comme les championnats d'Europe ou les Jeux européens ou les championnats du monde. Donc, en fait, tu as une progressivité et justement, l'adversité, elle varie sur ces tournois. Donc, ça veut dire que ça te permet, toi, de rentrer sur de la compétition internationale avec une concurrence et une adversité qui est aussi adaptée à ton expérience à l'international. Les JO, c'est bien, c'est même très très bien. C'est pas que ça. En France, il y a aussi 60 000 licenciés. Un record? C'est une grosse performance et c'est surtout à mettre au regard de la période Covid où toutes les fédérations et tous les clubs ont vraiment été impactés par le Covid. Donc, il a fallu remonter la pente et même aller chercher d'autres énergies pour venir dans les rangs de la Fédération française de boxe. Je suis un amoureux de la boxe. Voilà. J'ai pratiqué pendant beaucoup d'années. J'adore la boxe. Mais je me dis, comment aujourd'hui on peut avoir 60 000 licenciés en France, sachant que la boxe professionnelle est en déclin. Il y a, je crois, moins de 400 boxeurs professionnels licenciés en France. Les performances, elles sont pas là, même s'il y en a certains qui nous représentent. Et je me dis, il y a 60 000 licenciés. Normalement, c'est quand ça performe qu'on a des licenciés. Tu peux expliquer pourquoi on arrive à avoir autant de licenciés? Vous avez compris pourquoi? M'expliquer, je sais pas si je saurais le faire. C'est vraiment du registre, tu vois, du développement et du développement de la pratique sur l'activité boxe. J'ai pas forcément une expertise là-dessus. Maintenant, c'est vrai que c'est une activité qui se diffuse, c'est une activité qui intéresse, ça intéresse vraiment beaucoup, et on assiste quand même à comment la diffusion avec la multiplication. T'as des salles qui se multiplient, t'as de plus en plus de salles qui proposent l'activité boxe, et par conséquent, on a quand même des gens qui reviennent à la pratique. C'est plus perçu qu'avec une finalité compétitive, mais aussi pour se défouler, pour rester en forme, etc. Elle se démocratise, entre guillemets, elle se diffuse. Donc, ça peut expliquer aussi le regain de licence qui soit pas forcément non plus parallélisé avec ce qu'on pourrait avoir sur les résultats sportifs. C'est des gens qui viennent à la pratique, mais pour d'autres aspirations. Alors, venons justement à la performance. Comment tu peux expliquer aujourd'hui qu'on a si peu de combattants professionnels et comment ça se fait que aujourd'hui ça n'attire plus? On prend Tony Yoka par exemple, qui il y a un an combattait contre Bacolé. C'était à Bercy, c'était archi blindé. Il pouvait plus mettre personne. Il vient de combattre contre Takam, contre Carlos. On était au Zénith. C'était à moitié vide. Soyons honnêtes, c'était à moitié vide. Et c'était que des passionnés, hein. Mais c'était à moitié vide. Comment on peut passer d'une salle de 10 000 personnes à la 2500 personnes? Alors que c'est la locomotive, hein. Aujourd'hui, les autres salles, c'est des petites salles, hein. C'est pas des salles aussi grandes. C'est l'intérêt par rapport justement à la compétition en boxe aujourd'hui. C'est pas forcément facile. C'est aussi des périodes. Est-ce que les gens s'identifient plus facilement? C'est difficile à dire. Il y a aussi de l'offre sur l'activité de combat qui se multiplie, hein. On le voit avec les activités comme le MMA qui sont très populaires. Il y a un côté cyclique là-dedans. Pendant un moment, il y a eu beaucoup de pieds-points parce que aussi les diffuseurs proposaient beaucoup de pieds-points et par conséquent, ça c'est aussi par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit aussi médiatisé, il faut aussi que ce soit relayé. C'est vrai que Canal+ a fait un énorme travail là-dessus, donc on peut pas dire que ce soit que sur cette absence-là, mais effectivement, il faut aussi que le modèle box il se réinvente peut-être. C'est assez compliqué là. C'est des valences qui sont c'est pas uniquement sportif. Il y a, comme on disait aussi pour le MMA, il y a une valence événementielle qui est à entretenir. Il y a un intérêt. Aux États-Unis, il y a encore des très très grosses choses qui se produisent. Donc en fait, c'est peut-être pas forcément lié à la discipline, c'est peut-être lié à la manière dont on la consomme. Et du coup, ça change. Et après, c'est vrai que chez les Anglo-Saxons, l'activité boxe, elle est pas, du coup, tu vois, elle est pas consommée de la même manière. Et donc, c'est pour ça que nous, en France, on a beaucoup de passionnés. Et là-bas, il y a plus de grand public. Et voilà. C'est frustrant quand tu vois, par exemple, un Wembley qui peut remplir 80 000 personnes
Et ils peuvent le faire X fois dans l'année, c'est pas qu'une seule fois. Quand tu vois aujourd'hui, franchement, je pense qu'on vit à nouveau un âge d'or dans la boxe internationale. Ouais. Il y a des combats, franchement, qui sont magnifiques. Quasiment tous les mois, t'en as 2 ou 3 à des niveaux vraiment rarement atteints. Et là, on nous regarde, nous, ce qui se passe en France. Les Anglais, comme tu dis, ils sont à nouveau au summum de la boxe mondiale. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi chez nous se réinventer? Comment on pourrait se réinventer? Est-ce qu'on devrait prendre exemple sur des ligues fermées, comme au MMA? Est-ce que ce serait la bonne idée? Ça avait été proposé à un moment. C'est vrai que il y avait des choses. Il y avait des choses qui avaient été mises en place. C'est des projets qui étaient soutenus en partie aussi par la Fédération internationale, qui était une sorte de sas entre justement l'amateur et le pro. Donc c'était un système de ligue, pourquoi pas. Et puis la fédération y travaille, mais c'est aussi sur la diffusion de l'activité, sur le fait de s'approprier l'activité, de pouvoir y accéder, que les écoles de boxe, tu vois, elles aient aussi pignon sur rue. Changer la manière dont on l'enseigne, la manière dont on la présente, et c'est un travail qui est important. Mais ce questionnement, justement, du marketing de l'activité sportive, je te rassure, il existe chez toutes les fédérations. C'est-à-dire que toutes les fédérations françaises se questionnent justement sur comment on fait pour ramener des gens à la pratique. Pendant un moment, tu vois, le basket était super populaire et le 3-3 était super populaire, et puis après il y a eu un creux. Là, il relance le 3-3 parce que justement il est olympique, mais il y a ce côté cyclique, et les fédérations, c'est un vrai challenge pour eux de pouvoir le faire. Et la plus grosse concurrence, elle est aussi dans les salles privées et l'activité libre. Mais c'est une concurrence qui est tout à fait justifiée et raisonnable. Mais en tout cas, il faut que les fédérations se réinventent et continuent de réfléchir comme elles le font actuellement, pour que justement ça attire aussi pas que des pratiquants, mais des fans en fait. En tout cas là, avec ce que vous mettez en place à la fédération, avec les nouvelles technologies, avec les 60 000 licenciés, avec les JO qui arrivent en France, on devrait à nouveau avoir des nouveaux athlètes qui vont performer à l'international. La logique voudrait que. Ouais, j'espère bien. En tout cas, tout est fait pour. Alors, donc, le seul bémol apparemment, en tout cas en tant que fan, c'est est-ce que en effet nos promoteurs ne sont pas au point? Parce qu'on a des diffuseurs, on voit que la bagarre, dans le sens noble, ça performe, parce que RMC, Canal+ sont présents. D'autres chaînes aussi sont présentes. Donc c'est vraiment les promoteurs qui n'arriveraient pas à trouver la bonne alchimie là-dessus. Pas uniquement les promoteurs, c'est le fait d'aller chercher les publics. Le but, c'est d'avoir des gens qui remplissent les salles. Je pense, comme tu dis, il y a un certain dynamisme même dans le choix et dans les oppositions qui sont proposées. Maintenant, il faut trouver les publics, il faut attirer les publics pour recréer de l'ambiance et recréer, tu vois, une effervescence par rapport à tout ça, une ferveur. Encore une fois, je dis ça, je dis rien, bien sûr, mais une ligue fermée avec des règles spécifiques, peut-être, ça intéresserait peut-être pas mal de gens, parce qu'on sait que de façon récurrente, parce qu'aujourd'hui finalement avec le MMA, parce qu'aujourd'hui c'est la hype de la bagarre aujourd'hui en France, tu sais que tous les mois tu as 2-3 combats à la télé, uniquement d'organisation française. C'est pas le cas malheureusement pour la boxe. Ouais, après c'est deux modèles économiques complètement différents, avec deux stratégies qui sont complètement différentes, et je pense que ça peut être intéressant de regarder ce qui se fait, mais sans pour autant aussi dénaturer l'activité boxe. Donc, c'est comme je dis, je pense que c'est une vraie réflexion, et que ça concerne au sens large toutes les fédérations olympiques, quoi qu'il en soit. En tout cas, nous on espère que du bon pour la boxe, que du bien, et surtout pour l'équipe de France au JO. Donc, championnat du monde. Là, du 30 au 14 mai, du 30 au 14 mai. Ensuite, c'est les championnats d'Europe. Les Jeux européens. Les Jeux européens, pardon. Et donc, c'est la date déjà? C'est en juin. C'est en juin. Tu peux citer le pays? Je sais plus. C'est en Europe. En tous les cas. De toute façon, on en rediscutera, on en reparlera. De toute façon, c'est pas un souci. On te réinvite. On en rediscute ici. Merci en tout cas de nous avoir éclairé sur tous ces petits points. Et on se dit à très vite. Merci encore. Merci.